Bonjour, bienvenue en direct sur notre plateau de TV5 Monde pour une nouvelle émission d'International avec nos partenaires RFI et le journal Le Monde. La planète va mal, son climat, ses ressources, son écosystème souffrent. Ces derniers jours, les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Pollution de l'air, océans qui suffoquent. Malgré les engagements de réduire le réchauffement climatique, les scientifiques sont inquiets. Et si la bataille était perdue? Notre invité aujourd'hui est Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien membre du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2007. Il répondra à nos questions. Mais tout de suite, pour ouvrir ce magazine, quelques notes de piano du célèbre compositeur italien Ludovico Einaudi. Pour l'ONG Greenpeace, il interprète dans une mise en scène spectaculaire face à un glacier norvégien aux portes du Groenland, élégie pour l'Arctique. On écoute. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Françoise Joly. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous demander, qu'avez-vous ressenti à l'écoute de ces notes de piano qui se jouent de ce paysage d'eau et de glace? Bien sûr, ce sont d'abord des régions que je connais bien, à la fois du point de vue institutionnel. J'ai été pendant une dizaine d'années président de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, de son conseil d'administration, mais surtout à travers mes activités de recherche. Enfin, je suis allé au Svalbard, qui est ici mis en scène de façon remarquable grâce à Greenpeace, bien sûr, ce glacier. J'y suis allé 2 ou 3 fois, je crois, mais mes activités de recherche m'ont surtout conduit au Groenland et en Antarctique. Alors l'Antarctique, c'est cet océan de mer, cette mer de glace qui fond le plus vite. Ça, c'est l'Arctique. C'est l'Arctique. Nous sommes au nord. Nous restons au nord, là où est le Svalbard, justement, et dans les régions, ce Svalbard qu'on appelle aussi Spitsberg, eh bien, c'est une des régions qui a, avec un réchauffement très marqué, quelques degrés, je crois jusqu'à 4 à 5 degrés entre l'année la plus chaude qui était donc 2016. Et donc ce sont des régions où le réchauffement climatique est pratiquement 2 fois, en moyenne, 2 fois plus important que le réchauffement à l'échelle planétaire. Et il y a des conséquences effectivement sur la fonte de la glace de mer, la banquise, donc cette glace qui recouvre l'océan. Alors, elle recouvre une large partie de l'océan Arctique pendant l'hiver, beaucoup moins. Et à la fin de l'été, eh bien, il ne recouvre plus que quelques millions de kilomètres carrés. Et cette superficie n'arrête pas de diminuer. Et ces notes de piano, c'est un peu le chant du cygne? Oui, je crois que c'est... Bon, je salue cette mise en... Enfin, disons... Ce moment, disons, mis en scène par Greenpeace et par Ludovico Einaudi. Bien sûr, c'est important, je crois. Il faut absolument sensibiliser tous nos concitoyens, tous les gens de la planète, au maximum sur ce problème du réchauffement climatique et de ses conséquences. Et ça, c'est une belle façon de le faire. Il y a je suis scientifique et j'essaie de le faire avec des arguments des scientifiques, des chiffres, mais c'est tout aussi important qu'un artiste le fasse, qu'une ONG se mette en avant, et il y en a beaucoup qui le font actuellement, pour sensibiliser le grand public à différents aspects du réchauffement climatique. Et bien sûr, l'Arctique est une cible privilégiée, puisque c'est là où les choses se passent beaucoup plus rapidement que sur l'ensemble de la planète. Alors avant de poursuivre cet entretien, Jean Jouzel, un rappel des actions engagées pour lutter contre le réchauffement climatique avec Bastien Bory et Marco Mormil. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Coup de marteau et coup d'éclat. On applaudit à tout rompre le premier accord universel sur le climat. 6 ans après l'échec de la conférence de Copenhague, la COP21 rallie 195 pays autour d'un objectif: limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici 2100. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux qui auraient voulu être là, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Parmi les pères de l'écologie, Alexander King, scientifique et défunt fondateur du Club de Rome en 68. En étudiant les limites de la croissance, ce groupe de réflexion fait naître une génération de militants, politiques, ONG,
chercheurs et groupes d'experts sur le climat ont un objectif. Il faut faire admettre la responsabilité humaine dans les changements climatiques, Rio 92, et s'engager à réduire cette empreinte, Kyoto 97, et surtout Paris en 2015, dont les climato-sceptiques se retirent. Nous allons réautoriser l'ouverture de sites de production de charbon. La France, elle, les ferme, mais peine à réduire ses gaz à effet de serre. La Chine domine le marché du renouvelable, mais demeure le premier pollueur du globe. Résultat, les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse en 2017. La promesse des 100 milliards annuels pour les pays du Sud a aussi du plomb dans l'air. Ces pays toujours plus affectés par la sécheresse, l'élévation des océans et la question des réfugiés climatiques, malgré les cris d'alarme. Voyons les choses en face. Il n'y a pas de planète B. Membre du GIEC, vous avez participé, Jean Jouzel, à l'élaboration du Pacte mondial pour l'environnement, pour rendre contraignant l'accord de Paris de 2015. Mais ce cadenas juridique doit encore être adopté par les Nations Unies, puis ratifié, à l'heure où l'OMS estime que 9 personnes sur 10 dans le monde sont exposées à un air pollué. Jean Jouzel, Sophie Malibaud de RFI et Marc Semo du journal Le Monde nous ont rejoints. Sophie, une première question. Jean Jouzel, pour la lutte contre le réchauffement climatique, comme pour beaucoup d'autres choses, l'argent, c'est le nerf de la guerre, les financements. Aujourd'hui, on découvre que sur les promesses qui étaient de débloquer 100 milliards de dollars chaque année, on n'est pas à la moitié. On est même loin de la moitié concernant les attentes des pays du Sud ne sont pas du tout... La réponse est très en deçà. Comment vous l'expliquez? Oui, bonjour Sophie, bonjour Marc. Bien sûr, nous sommes dans il y a une réunion intermédiaire de la conférence climat, de la Convention climat à Bonn actuellement, et ce sont parmi les points qui sont les plus discutés. Et je crois que vous citez à juste propos... de façon très juste, un récent rapport d'Oxfam qui attire l'attention sur l'absence, enfin, disons, en gros, la difficulté pour les pays développés à tenir leur engagement de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020. Et d'ailleurs, dans l'accord de Paris, on mentionnait également que cette somme pouvait augmenter, voire doubler d'ici 2025-2030. On est loin du compte. Alors évidemment, il y a différentes façons de compter. Les pays de l'OCDE, on était au moment de 2015, on parlait de 65 milliards de dollars, à la fois de subventions, de public, privé. Mais quand Oxfam regarde dans son rapport, donc ils sont beaucoup moins optimistes, parce qu'il y avait peut-être un certain optimisme. On parle simplement de 10 à 12 milliards de dons réellement, et puis le reste... Alors pourquoi cette frilosité, à votre avis? Et à la frilosité, elle tient en premier lieu à la frilosité de chacun de nos pays. Un pays comme la France est en retard par rapport à son aide. Généralement, on parle de 0,7% du PIB. La France est plutôt vers 0,34%. Donc déjà, on peut regarder vers notre propre pays. Mais bien sûr, un des déclencheurs de ces difficultés, c'est le retrait des États-Unis de ces financements. Tout le monde espérait en 2015, lors de l'accord de Paris, que les États-Unis seraient le moteur de ce financement. Ce serait un des moteurs. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Ces financements étant par ailleurs des moyens d'investir aussi dans ces pays en voie de développement. Donc ce n'est pas non plus... c'est l'ensemble des pays. On ne peut pas accuser les États-Unis, bien sûr, de s'être retirés, mais aussi il faut que des pays comme la France, probablement, augmentent leur aide dans ce domaine. Marc? Oui, alors selon un projet de rapport du GIEC, qui est encore en élaboration, on pourra arriver à 1,5 degré d'augmentation déjà dès 2040. Ce qui est quand même un débat, parce que ça fait une énorme différence. Et deuxièmement, est-ce qu'il est encore possible de bloquer ça? Oui, on me taxe souvent d'être optimiste, mais là je deviens pessimiste. Dont vous mentionnez un rapport, Marc, qui va sortir au mois de septembre prochain. Voilà, et donc on connaît déjà un peu les projets. Ouais, voilà, qui sera disponible pour, pour la conférence climat, la COP24, qui sera à Katowice. Et donc, oui, en Pologne, et qui sera vraiment au centre, je crois, un des éléments de discussion. Est-ce qu'on est capable de maintenir le réchauffement climatique à long terme à 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel? Alors, c'est un peu notre jargon. Disons, par rapport aux 5 dernières années, ce serait 1,5 degré supplémentaire. Et en fait, vous avez raison. Nous sommes sur des trajectoires où, bien sûr, c'est 1,5 degré. Ce demi-degré supplémentaire sera déjà atteint en 2040. Et alors, le réchauffement se poursuivrait. Est-ce qu'on peut dire que le pari de la COP21 est perdu aujourd'hui? Bien, si on en tout cas... Dans l'état des choses. Oui, enfin... Si
je dirais, Fatih Birol, le directeur scientifique de l'Agence internationale de l'énergie, a raison, parce qu'il ne parle maintenant que de la... Il y a une seule possibilité pour lui, c'est que les émissions de gaz à effet de serre augmentent jusqu'en 2040. Eh bien, oui, c'est faire fi de l'accord de Paris. Et il est très clair que l'accord de Paris, dans sa version actuelle, qui ne permettait pas de respecter les 2 degrés, et dans sa version qu'on espérait future, avec des engagements plus importants, eh bien, disons, l'Agence internationale de l'énergie est en train de le mettre au panier. C'est très clair. Donc, ce n'est pas compatible. Est-ce qu'on n'a pas fait les choses un petit peu à l'envers? C'est-à-dire que au lieu de commencer par les engagements, peut-être qu'il aurait fallu fixer des règles. Il n'y a aucune règle en matière de financement pour l'instant. Il n'y a pas de règle en matière de financement. C'est un peu ce que constatent les gens. Il n'y a pas vraiment de définition. Quand on parle de financement, comme j'étais dans le comité de pilotage auprès de Laurent Fabius lors de la préparation de la conférence de Paris en 2014 et 2015, et ces problèmes de financement étaient très flous. Alors, disons, ça inclut des dons, ça inclut des prêts, ça inclut du public, ça inclut du privé, du public-privé, c'est très flou, et chacun, disons, le définit à sa façon. Alors, et puis, il faut bien voir aussi que dans l'espoir, ce sont des fonds additionnels, et non pas des fonds qui viennent simplement de l'aide au développement et qu'on affiche sur le volet climat. C'est pas cela. Dans l'esprit des gens ils ont rédigé cet article, c'était vraiment des fonds additionnels. Alors, si vous voulez bien, on va s'intéresser au cas de la France, parce qu'il y a pas très longtemps, le président français qui était à Washington a dit qu'il n'y avait pas de planète B. Mais il y a 48 heures, l'ONG WWF a publié un rapport dans lequel il est établi que la France contribue à creuser sa dette continue à creuser sa dette écologique, et qu'il faudrait presque 3 planètes pour répondre aux besoins si on continue sur le même mode de consommation. Alors, qu'est-ce que... Oui, d'abord, bonne d'âne pour la France. Alors, bonne d'âne pour la France. Disons, la France est à peu près au niveau des autres pays disons, voisins, Angleterre, Allemagne, par exemple, en termes... Alors, il y a deux dates qu'on peut retenir. Au niveau mondial, disons, l'empreinte écologique, on a consommé ce qu'on a le droit de consommer à peu près début août actuellement. Oui, alors pour la France, et pour la France, c'était le 5 mai, hier. C'était le 5 mai, si on continue à consommer comme on le fait. Bien sûr. Alors, bon, on peut aussi dire... Alors, ça, c'est pour l'Hexagone. Si on regarde la France et qu'on tient compte alors certaines fois, on est heureux de tenir compte des territoires ultramarins, c'est un peu mieux. Disons, c'est plutôt en dessous de 2 planètes. Mais on va vraiment vers 3 planètes, on voit bien la difficulté. Oui, il y a finalement des pays comme le nôtre sont en train de creuser l'écart. Et dans le cas de cette empreinte écologique, c'est largement justement à cause de ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Dans cette empreinte, ça joue pour 60%. Autrement, il y a bien sûr l'artificialisation des sols, les pratiques agricoles, et tout cela, bien sûr, mais c'est très large et la France n'est pas un bon élève, effectivement. Justement, il n'y a pas une grande hypocrisie de la part de la France. Là, le ministre des Affaires étrangères des Maldives, qui est un pays directement menacé de submersion, Tariq Ibrahim disait, voilà, il y a ces pays qui se posent en leader et qui, de fait, ne tiennent même pas leurs très modestes engagements. Alors, est-ce que c'est une pierre dans notre jardin? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui se posent en leader qui sont aussi visés? Donc, dans la France... a du mal à tenir ses engagements. Les émissions de gaz à effet de serre ont plutôt eu tendance après avoir diminué. On a tenu les engagements du protocole de Kyoto. Mais quand on regarde Horizon 2020, il y avait par exemple un engagement de 23% d'énergie renouvelable qui manifestement ne sera pas tenu. D'autres pays comme l'Allemagne ne tiendront pas non plus leurs engagements, moins 40% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. La référence est toujours 1990. Donc de façon finalement, le pays qui tiendra peut-être ses engagements parce qu'ils sont très légers, c'est d'avoir un pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est quand même la Chine. On peut espérer que la Chine tienne ses engagements qui sont très très légers. Alors d'autres pays n'ont pas pris d'engagement. L'Inde fait un effort également. Il faut balayer. Les États-Unis, les émissions continuent à diminuer en fait aux États-Unis. Pas suffisamment. Les États-Unis ne seront pas dans les clous par rapport à leurs engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'accord de Paris, des diminutions de 20 à 25%, je crois, à horizon 2025. Mais ils sont sortis de l'accord de Paris. Oui, mais ça ne joue pas tellement sur les trajectoires. Puisqu'actuellement, ce n'est pas la réouverture de quelques mines de charbon qui va changer les choses. Vous parlez de la Chine, mais la Chine, elle est pour partie responsable de la hausse du CO2. Une large partie. Pour une large partie qui a repris en 2017. Oui. Elle a été classée comme pays émergent et je crois qu'elle n'est pas soumise aux décisions de Kyoto non, elle n'est pas. Qui fixe
fixé en 1997, hein, les réductions d'émissions, le taux de réduction. Il faudrait la sortir de cet accord. Il faudrait Non, ce qui s'est passé, je ne veux pas faire trop d'histoire, il y a eu 3 accords. Il y a eu 3 accords dans cette, dans cette succession d'accords sur le climat. Kyoto, Copenhague. Nous sommes en fait dans la deuxième phase de l'accord de Kyoto. On peut parler de la deuxième phase de Kyoto sur 2013-2020. Et de pays engagés, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays. Mais la Chine n'est pas engagée. La spécificité de l'accord de Paris, c'est qu'on a vu qu'imposer essayer d'imposer des objectifs aux pays ne marchait pas. Donc on a pris l'approche inverse, on a demandé aux pays de prendre des engagements, aussi bien sur un niveau de diminution des gaz à effet de serre ou de stabilisation qu'en termes d'adaptation. Et la Chine a pris un engagement qui est d'atteindre, et qui a été accepté par tout le monde, qu'elle atteindrait son pic d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 au plus tard. Il est absolument pas... Il sera atteint, je pense, mais on ne peut pas dire à la Chine, maintenant, une fois qu'on a accepté cela dans l'accord de Paris, on ne peut pas le rejeter de l'accord de Paris. Ce qui serait important, c'est de remonter l'ambition de l'accord de Paris, puisque même si l'accord de Paris était complètement respecté, il ne nous fait faire que le tiers du chemin en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il n'y a pas, Jean Jouzel, une nécessité à revoir les priorités également? Il devait y avoir, selon l'accord de Paris, une préoccupation de la baisse des émissions à 50%, autant qu'un objectif d'adaptation. Parce que finalement, l'urgence, ce sont les populations qui vont être frappées les premières sur les zones côtières, dans les petites îles, etc. Et pour l'instant, le déséquilibre est tel que les aides à l'adaptation, c'est 17%, oui, au lieu de 50-50. Tout à fait. L'idée dans les 100 milliards, l'idée c'était 50-50 et comme le souligne le rapport Oxfam, on est loin du compte en termes d'adaptation. Je crois que l'adaptation est importante pour beaucoup de pays, disons l'ensemble du continent africain, les petites îles, toutes ces régions qui sont très vulnérables au réchauffement climatique. On peut aussi parler de l'Arctique. Est-ce qu'ils ne sont pas en première ligne? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par répondre à leurs attentes à eux? Non, je vais pas faire... je vais dire en même temps. Je le dis parce que... Comme le président français. Voilà, oui, mais le en même temps est dans l'accord, mais il n'est pas respecté. Voilà, oui, on est bien d'accord, mais je suis assez en ligne avec l'accord. Il ne faut pas abandonner la lutte contre le réchauffement climatique. Si on regarde un continent comme l'Afrique, si l'Afrique se développe et elle en est capable sur des combustibles fossiles, sur des gaz, du pétrole, dont ils sont assez riches finalement, eh bien on aura perdu notre pari de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut absolument que l'Afrique se développe sur des énergies renouvelables. Il faut aussi les aider dans le développement des énergies renouvelables. Donc bien sûr, l'adaptation est importante. Je suis assez pour le 50-50, mais c'est ce que je crois qu'il faut s'y tenir. Alors puisqu'on parle du Sud, je voudrais pour continuer cet entretien, Jean Jouzel, que l'on écoute ces paroles de réfugiés climatiques. Ils sont originaires d'une île dans les Maldives, submergée par l'océan. On les écoute. Même si nous avons un toit et de quoi manger, nous sommes malheureux. C'est difficile de vivre au camp. C'est comme être emprisonné. À cause de l'amincissement de la couche d'ozone et de la fonte des glaciers, des vents forts se lèvent et le niveau de la mer monte. C'est dangereux pour nos îles. Du camp, il faut parcourir de très longues distances pour se rendre à nos lieux de pêche. C'est notre gagne-pain. Nous sommes des réfugiés, obligés de se déplacer d'île en île. Jean Jouzel, aujourd'hui, il y aurait plus de réfugiés climatiques que de réfugiés liés à des conflits sur la planète. Il pourrait être 250 millions, selon l'ONU, en 2050. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Jean Jouzel, à ce que la communauté internationale, qui a créé le fameux statut de réfugié par la Convention de Genève en 1951, l'étende aux réfugiés climatiques? Oui. D'abord, sur les chiffres, c'est vrai que c'est très difficile de déterminer le nombre de réfugiés climatiques qui sont liés à des problèmes largement, bien sûr, des petites îles, des problèmes disons, d'insuffisance, d'insécurité alimentaire, des problèmes d'événements extrêmes. Alors, disons, le GIEC est plus prudent sur le nombre de réfugiés climatiques, mais quel que soit le nombre, c'est extrêmement important. C'est quelques millions supplémentaires par an. Ça dépend, les chiffres sont très variables et ça montre aussi la difficulté de définir
le terme de réfugié climatique, mais on en vient au statut, je pense important. Je me suis moi-même intéressé aux réfugiés climatiques à travers la préface d'un ouvrage d'un collectif Argos sur justement les réfugiés climatiques, c'est le titre du livre, et on voit bien que les situations sont très importantes et il y a vraiment des réfugiés climatiques et leur nombre va augmenter, et il serait important de définir un statut qui leur permette justement de se prévaloir de ce problème climatique. Alors justement, quels pourraient être les critères ? Parce que c'est très compliqué, il y a des cas extrêmes. Quand l'île est submergée, la question ne se pose plus. Pareil, probablement dans des deltas où l'eau monte et bouleverse l'habitat. Mais ensuite, à partir de quels critères peut-on décider que quelqu'un est un réfugié climatique ? Alors, je pense que beaucoup de gens, en fait, ne souhaitent qu'une chose, c'est revenir dans le pays dans lequel ils ont grandi. Mais on voit bien, prenons le cas disons, du nord de l'Afrique, hein, du Maghreb et enfin de l'Afrique subsahélienne. Disons, dans les projections climatiques, il y a un risque que ces régions deviennent encore plus sèches, disons, moins de précipitations. Et donc, et aussi peut-être, à l'inverse, quelques événements de précipitation très violentes, comme on en voit de temps en temps, hein, de mousson. Eh bien, ces régions, je crois que si une région n'est plus capable d'assurer la sécurité alimentaire de ses habitants, c'est une première raison. Il y a une seconde raison, ce sont vraiment tous les événements extrêmes. Il y a carrément des événements extrêmes, soit des cyclones, soit où vraiment les gens doivent partir. Très souvent, ils ne souhaitent qu'à revenir, hein, c'est ça. Donc, et puis, vous l'avez dit, il y a tous ces problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer, c'est, je crois, le troisième volet, qui touche les petites îles, mais aussi de façon très, très forte des régions côtières de l'Asie du Sud-Est. Bien sûr, nous sommes tous habitués à parler du Bangladesh, mais il y a d'autres régions. Si on va en Thaïlande, au Vietnam, il y a d'autres régions, et y compris en Chine d'ailleurs, qui sont très fragiles vis-à-vis d'élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle, et certains évoquent même des chiffres plus importants, et qui, à échéance, disons, atteindront 2-3 mètres dans quelques siècles, et voire beaucoup plus à horizon millénaire. Si le Groenland fond complètement, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc bien sûr, c'est très lent, c'est insidieux, mais c'est bien là et c'est important, et ça fait partie des réfugiés climatiques. Et finalement, la lutte contre la pauvreté reste également une priorité. Est-ce que... Oui, la lutte contre la... Quand un cyclone est dévastateur dans un pays, quelquefois, c'est du fait de l'habitat qui est trop précaire, tout à fait. etc. Donc, c'est un thème sur lequel je me suis intéressé à travers un avis avec, Agnès Michelot au Conseil économique, social et environnemental sur la justice climatique. Le premier... Si on regarde non pas les conséquences du réchauffement climatique une par une, mais de façon assez globale, le premier risque du réchauffement climatique, c'est d'accroître les inégalités. C'est très clair. C'est d'accroître les inégalités entre pays. Et de développement, vous dites souvent. Oui, et puis c'est d'accroître... Et c'est vrai aussi, on a centré cet avis sur la France, c'est vrai aussi pour les pays développés. Que l'on regarde la France, vous avez raison, disons, quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Martin, eh bien, on voit bien que ce sont les couches les plus défavorisées de la population qui auront le plus de mal à s'en remettre. C'est vrai aussi aux États-Unis à chaque grand cyclone. Donc, ce risque d'accroissement de la pauvreté est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez tout à fait raison. Alors, Jean Jouzel, parlons un peu d'Europe. Hein. Vous êtes un Européen, oui, europhile convaincu. La France... puisqu'on parle de la France aussi, elle fait partie des 9 États dans le collimateur de la Commission européenne parce qu'elle ne respecte pas les niveaux de qualité de l'air, notamment la fameuse directive de 2008. Elle est encore, là, il y a encore une procédure pour éventuellement la traduire devant la justice, mais à chaque fois, c'est repoussé. Et depuis 10 ans, elle est admonestée, mais jamais... Admonestée, oui, c'est... Alors... Comment peut-on être convaincu sur l'Europe, sur le poids de l'Europe, quand on voit que la Commission européenne n'arrive pas à faire respecter par la France ne serait-ce qu'une directive de 2008 ? Oui, une directive pollution de l'air. On peut parler aussi de la pollution de l'eau dans certaines régions. Hein. Oui. Donc, il y a effectivement des directives européennes qui ne sont pas facilement respectées en France ou qui ne le sont pas encore. Ces directives sont très importantes, puisque quand on parle de la pollution de l'air, les chiffres les plus récents parlent de 7 millions de morts au niveau mondial, bien sûr, c'est au niveau mondial. Il y a donc cette norme de 10 donc on va parler de microparticules inférieures à 2,5 microns, et la norme est d'en avoir moins de 10 microgrammes
mètres cubes. Tout cela, ce n'est pas forcément respecté. Mais bien sûr, la France commence le rôle de l'Europe, pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire respecter déjà des directives qui datent d'il y a plus de 10 ans? Bien sûr, parce qu'elles ne sont pas forcément transcrites dans La France recule parce que ce sont à chaque fois, c'est quoi? Vous savez très bien que c'est, dans le cas de la pollution, c'est largement le problème du diesel, et on sait très bien que la France est a été un des promoteurs du diesel, c'est très clair, même si du côté des scientifiques, depuis 20 ans, 25 ans ou même 30 ans, nous disons que le diesel apportera ses difficultés. On peut regarder, les chiffres sont là, les recherches, les travaux sur la pollution de l'air par rapport au diesel datent de la fin des années 80, des années 90. Est-ce qu'il y a du sens à voir l'Union européenne définir des politiques d'environnement à partir du moment où il n'y a aucune harmonisation des politiques énergétiques? Chaque État a son propre mix énergétique. Oui, je vais pas toujours vanter ce qu'on fait au CESE, mais on a fait un rapport sur la transition énergétique et une de nos recommandations, avec Catherine Kissokol cette fois, et une de nos recommandations était effectivement une Europe de l'énergie. Si on n'a pas d'Europe de l'énergie, je ne vois pas comment, au niveau européen... C'est de l'affichage. Oui, c'est de l'affichage, parce qu'il y a eu l'Europe de l'acier, ce serait un grand projet, c'est pas simplement échanger de l'électricité quand on en a besoin, c'est pas ça l'Europe de l'énergie, c'est penser l'énergie, notre, fourniture énergétique à horizon 2030-2040 ensemble, et ça, nous ne le faisons pas. Alors, qu'est-ce qui bloque d'ailleurs au niveau européen pour ne pas arriver à une Europe de l'énergie? Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'arrive pas, notamment la question des migrations, mais concrètement l'énergie. Sur des points de vue différents, entre certains pays sur le nucléaire, des points de vue, on peut parler de la France et de l'Allemagne dans ce cas-là, des points de vue différents sur les combustibles fossiles. On peut parler de l'Europe de l'Est qui reste très pro-combustibles fossiles, tout simplement, ou l'Allemagne qui est quand même riche de charbon. Donc on voit bien que les conditions d'un pays à l'autre sont différentes. Finalement, l'effort peut-être le plus important qui reste, mais qui risque aussi d'être mis sous l'éteignoir, ce sont le Royaume-Uni, même s'ils sont en train de quitter l'Europe, ils semblent avoir une véritable politique en termes d'énergie, et il faut espérer qu'il la tienne. Allez-y. Mais par exemple, par rapport au réchauffement climatique, est-ce que le nucléaire, malgré tous les autres immenses problèmes qu'il pose entre stockage des déchets, risque d'accident, etc., est-ce que c'est pas aussi en partie une solution, et qu'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne aujourd'hui est devenue un mauvais élève, parce qu'elle s'est en partie remise au charbon dans l'attente du développement des autres technologies, est-ce que le nucléaire peut pas être, dans une phase de transition, un moindre mal? Oui, là aussi, il y a une différence entre la France qui produit 80% de son électricité avec le nucléaire et l'Allemagne qui en produit pour le moment moins de 20% actuellement. Ce qu'il faut viser, Jean Jouzel, ce serait une convergence entre les deux pays au niveau de la place du nucléaire? Je pense que c'est tout le problème d'une politique européenne. Je pense, là aussi, dans ce rapport sur la transition énergétique, on a pensé à ce moment-là, on a écrit que la loi sur la transition énergétique qui vise 50% de nucléaire en France, alors c'était à horizon 2025, d'électricité, était équilibrée. C'est ce que nous avons dit, et je le maintiens. Vous pensez que le nucléaire peut être une solution de transition? Oui, bien sûr. C'est clair que du point de vue production de gaz à effet de serre, elle n'en produit pas, sauf bien sûr comme tout ce qu'on fait quand on met en place, mais c'est vrai aussi pour une éolienne ou pour un panneau solaire, on utilise de l'énergie. Et pour les centrales nucléaires également. Mais en disant fonctionnement, ça n'en émet pas évidemment. Oui, je pense mais il faut aussi poser les questions, il faut aussi effectivement, comme transition, je crois, mais il faut aussi répondre aux questions que se posent les gens vis-à-vis du nucléaire, c'est aussi important. Donc, qu'il y ait une convergence, il faut bien voir une chose qui est importante aussi, c'est qu'au niveau, si on regarde l'horizon 2050, même si le nucléaire se développait au niveau mondial, ça ne produirait, ça subviendrait à moins de 10% de l'énergie, largement, entre 5 et 10%. Au mieux, ça, ce sont les spécialistes du nucléaire qui le disent. À l'inverse, le renouvelable pourrait fournir jusqu'à 50% de l'énergie. Donc, c'est vrai que j'ai un petit faible pour le renouvelable, même si je suis au CEA depuis 50 ans. Vous êtes au commissariat à l'énergie atomique. Depuis 68, oui, voilà. Donc, non, je ne suis pas... Oui, je suis très fier d'être au CEA depuis 1968. Je suis rentré il y a 50 ans. Mais vous reconnaissez qu'il y a un problème quand même au niveau du nucléaire, de la politique à long terme. On n'a toujours pas trouvé de méthode pour l'enfouissement des déchets. Donc, il y
je pense qu'il faut... Enfin, et le coût du démantèlement des oui, disons, je pense qu'il faut répondre à ces questions, oui, et c'est vrai que quand je me place dans une dynamique, enfin dans une perspective globale, je crois quand même au bienfait des énergies renouvelables. J'étais assez heureux de la loi qui effectivement plaidait pour... La seule façon de développer les renouvelables en France, c'est qu'effectivement le nucléaire leur laisse une place. Hein. Il faut bien voir, et je pense que la loi, c'est en ce sens que la loi a été équilibrée. Et pourquoi disons, faut-il laisser une place? Eh bien, parce qu'au niveau mondial, je crois que ce sont les énergies renouvelables qui vont prendre la plus grande place. Et si la France veut être exportatrice, veut être présente sur tous ces sujets, vraiment le solaire, l'éolien, la géothermie, les énergies marines, il y a beaucoup à faire en termes de recherche. Eh bien, il faut qu'elle se place, il faut qu'elle développe aussi en France ces nouvelles méthodes. Alors, si vous voulez bien, Jean-Joël, on va parler de... nous sommes à 48 heures du premier anniversaire de la présidence du président français Emmanuel Macron. On va parler de son ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, puisqu'on parle du nucléaire aussi. Je voudrais qu'on écoute ces paroles qu'il a prononcées au mois de mars dernier devant l'Assemblée nationale. 30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte. De la honte de savoir que derrière la 6e extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Et que plus l'on réduit la biodiversité, plus l'on réduit nos options pour faire face à l'avenir. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Eh bien, je vous le dis, tout seul, je n'y arriverai pas. Il est seul, Nicolas Hulot, il est contraint dans ses propositions. Je voudrais souligner une chose, c'est que nous parlons, c'est l'objet de cette émission autour du réchauffement climatique, mais il y a d'autres problèmes environnementaux tout aussi importants. Oui. C'est très clair, et des fois on me reproche de ne pas en parler, mais c'est vrai que la perte de biodiversité, telle que l'expose Nicolas Hulot là aussi bien la biodiversité ordinaire que, disons, celle auquel nous nous sommes attachés un peu plus, emblématique, et c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut souligner ça, d'autres problèmes, disons, l'océan est en train de souffrir, disons, la pollution, on en a parlé rapidement, il y a d'autres problèmes. Pour revenir sur Nicolas Hulot, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est contraint dans ses décisions? Quel regard vous portez à 48 heures de la première année de cette présidence et de son action à lui? Seul, je pense quand même, il a 2 secrétaires d'État qui jouent bien le jeu, hein, aussi bien, disons, Sébastien bon, et puis Pauline Poisson. Hein, donc, il y a une véritable équipe quand même. Je pense qu'il a. L'idée, c'est est-ce qu'il arrive à faire passer ses. Oui, Est-ce qu'on n'est pas dans un ministère de l'indignation, en fait, et de la communication? Donc il y a quand même des résultats. On ne peut pas. Enfin, je crois que l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Prenons par exemple l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que cet abandon doit en partie à l'action de Nicolas Hulot. Donc, en partie, je ne dirais pas, bien sûr, il y a d'autres, c'est avant tout des arguments économiques, mais je crois aussi, voilà, donc, bon, bien, si le terme climat, le terme biodiversité rentre dans la Constitution, ce sont aussi, comme nous disions avec Françoise, des petites victoires, mais bien sûr, ce sont des choses plus emblématiques qu'autre chose. La difficulté, c'est que Nicolas Hulot a fait des annonces tout à fait, disons, vraiment volontaristes. Par exemple, on est passé à une division par 4 à l'horizon 2050 de nos émissions de gaz à effet de serre, à une neutralité carbone, ce qui est très ambitieux. Ce sont des annonces. Ce sont des annonces. Le problème, quand on regarde la réalité de tous les jours, les émissions ont augmenté en 2017. Nous ne serons pas au rendez-vous complet, en tout cas pour 2020. Les rendez-vous de 2030 avec 32% de renouvelables, avec 40% d'émissions de réduction de gaz à effet de serre par rapport à 90, seront difficiles à mettre en œuvre si nous ne changeons pas complètement et très rapidement de mode de développement. Oui, c'est-à-dire qu'on parle de changement de système économique. Alors dans ces cas-là, est-ce que vous trouvez que les négociations, par exemple les accords de libre-échange avec le Canada, les négociations sur le CETA, est-ce que ça va dans le bon sens? Le gouvernement défend ces accords? Non, il faut bien sûr, puisque dans le cas
disons dans le cas du CETA par exemple, ou dans le cas du Mercosur, c'est plus aussi la destruction bien sûr des forêts amazoniennes. Dans le cas du CETA, c'est plus d'échanges. Et donc, un des problèmes qui est très clair, si on regarde, on va parler des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, elles sont complètement orthogonales à celles qu'il faudrait mettre en place pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais pour lutter efficacement sur le sujet du gouvernement Macron, ce gouvernement est favorable. Il fait un grand écart énorme. Oui, je crois que c'est un grand écart pour ce qui concerne effectivement la signature de ces accords internationaux. Il faudrait au minimum, et ce n'est pas le cas, qu'ils respectent effectivement, qu'ils s'inscrivent, ces accords eux-mêmes pourraient, ça serait envisageable, s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais dans leur forme actuelle, ils ne le font pas du tout. Et c'est tout à fait regrettable, effectivement. Jean Jouzel, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, la question de la Constitution. Alors, que pensez-vous, vous, de la proposition du 4 avril dernier du Premier ministre français Édouard Philippe d'inscrire dans la Constitution l'impératif de la lutte contre le changement climatique? Les ONG sont assez critiques parce qu'elles disent, d'une part, qu'il faudrait parler aussi de biodiversité, oui, et puis que ce n'est pas l'article 34 de la Constitution qui devrait mentionner cela, mais le premier article de la Constitution. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, disons d'abord, je pense qu'effectivement, il y a aussi d'autres problèmes, mais je crois que... disons, il y a deux problèmes dont on sent les effets actuellement, mais qui deviendront surtout critiques à moyen et long terme. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui aura des conséquences très importantes sur, disons, même pas sur les jeunes d'aujourd'hui, en fait. Dans la deuxième partie, on va pas, et je pense, là, on peut mettre sur le même plan le climat, l'évolution du climat, mais aussi la perte de biodiversité, qui va devenir de plus en plus sensible. On parle de 6e extinction. Il y a d'autres problèmes environnementaux qui sont plus ponctuels, comme la pollution. Disons que si on arrête de polluer, disons, ça se sent immédiatement. On sent bien les mesures qu'il faut prendre. Et je pense, oui, effectivement, j'aimerais, comme certaines ONG, qu'à la fois climat et biodiversité, d'ailleurs nous l'avons écrit dans une tribune avec Dominique Bourg. Oui. Mais c'est une petite victoire, c'est symbolique, mais déjà c'est important que la Constitution, j'ai toujours été... moi, j'étais très favorable à l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Voilà, et je pense que c'est important, oui, quand même. Est-ce que, par exemple, ça permettrait de poursuivre des industriels? Parce que pour reprendre l'exemple de la pollution atmosphérique, c'est 7 millions de morts par an dans le monde. C'est énorme, donc c'est criminel. Ce sont des industriels, des pollueurs qui sont à l'origine de ces morts. Oui, ça devrait être. C'est quand même dans l'idée, alors là, du pacte mondial sur l'environnement, si on parle au plan mondial, plutôt du pacte mondial de l'environnement, disons avec un peu en filigrane est inscrit ce principe pollueur-payeur, c'est bien ça, mais il est loin d'être, il est d'une certaine façon, le président Macron l'a repris à son compte et il a promis le pousser au niveau des Nations Unies, mais on voit bien qu'il est loin d'être cité, puisque s'il risque d'être contraignant, on voit bien que les aspects climat ne le sont pas eux. Je ne vois pas les États-Unis signer le pacte mondial de l'environnement ni le ratifier, d'autres pays non plus. Mais même si on parle de l'Inde, le paradoxe, c'est que c'est un pays qui est au top de la liste des pays pollueurs. Et tout à l'heure, vous le citiez comme un pays bon élève sur la réduction des émissions de gaz carbonique. Non, pas sur la réduction, non, ils ne réduisent pas leurs émissions de gaz carbonique, elles continuent à augmenter, mais simplement, disons, ils ont quand même pris conscience il y a un programme, l'Alliance solaire, c'est quand même l'Inde qui est le principal pays qui s'implique actuellement sur le solaire, et donc c'est peut-être c'est plutôt un espoir pour l'Inde la réalité, c'est que l'Inde, les émissions continuent à augmenter en Inde. Mais à propos justement des poursuites, est-ce que vous êtes en faveur, comme le proposait le défunt Mario Bettati, de mettre les crimes écologiques parmi les grands crimes internationaux dans le droit international humanitaire, à même d'être poursuivis comme le crime contre l'humanité ou autre? Je pense que si on arrive... j'ai un chapitre dans un livre qui s'appelle Écocide, où je ne sais plus le titre exactement, donc vous voyez, donc j'ai témoigné sur l'importance du climat, donc ce sont des communautés que je connais bien. Disons, je ne suis pas complètement en phase avec cela, mais je crois qu'il faut absolument faire quelque chose du point de vue des juristes, et d'ailleurs ils se mobilisent de façon... C'est le pacte de l'environnement, c'est Michel Glietta, et donc d'autres... donc il y a beaucoup à faire du côté
oui, des juristes et d'avancer sur un droit de l'environnement. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce qui devienne d'une certaine façon contraignant, au moins sur certains aspects. Mais alors, justement, parlons de ce pacte mondial pour l'environnement. C'est donc ce pacte qui doit instaurer un cadre juridique à l'accord de la COP21. Mais il faut qu'il y ait cette résolution aux Nations Unies, qui soit ratifiée par les pays. Mais l'architecture de ce pacte, c'est beaucoup basé sur le principe pollueur-payeur. Alors, très sincèrement, qu'est-ce que ça va changer au réchauffement climatique? Parce qu'il suffira de payer pour continuer à polluer. Pardon. Oui, eh bien, par exemple, alors, oui, si on donnait un prix au carbone suffisamment important, ce serait un moyen de développer les énergies renouvelables. On a tout à fait les moyens, disons, ce qui se passe actuellement. Si Fatih Birol dit on ne peut pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, c'est simplement parce que le pétrole, le gaz, le charbon sont sous nos pieds gratuits, et donc les méthodes d'extraction se développent et ne sont pas finalement très chères, et donc le coût de ces combustibles fossiles reste très faible, même s'il augmente. Parce que vous comptez sur le fait qu'il y ait des amendes. S'il n'y a pas de, disons, d'instruments financiers pour favoriser la transition vers une société bas carbone, elle ne se fera pas. Vous voulez parler du marché de carbone, des droits d'émission de carbone. Voilà, par exemple. Pourquoi ça a été un échec jusqu'à présent? Parce que certains pays n'en veulent pas. D'abord, ce n'est pas un échec complet, puisque certaines, disons la France, finalement, il y a une taxe carbone actuellement qui est inscrite dans la TITP. Mais aussi d'autres pays, certains États-Unis l'ont adopté, la Chine l'a adopté au niveau national actuellement. Donc c'est pas un échec complet, mais on est loin d'une taxe carbone au niveau mondial, et ça serait très important. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des pays qui sont des gagnants du réchauffement climatique? Je pense par exemple, alors peut-être leur faire un procès d'intention, mais à la Russie qui n'a pas ratifié, et qui d'une certaine façon, entre le développement de certaines terres agricoles, le passage par le nord de la Sibérie, etc., sont objectivement gagnants au réchauffement climatique. Oui, les pays dont on peut penser qu'ils sont gagnants sont des pays effectivement, disons, on va parler de la Russie, du Canada, qui ont des attitudes, bon ça dépend qui est à la présidence au niveau du Canada. Mais pour la Russie, c'est toujours le même. Voilà, donc... c'est clair que la Russie n'a pas ratifié pour le moment l'accord de Paris, et le fait que, disons, Trump ne le ratifie pas, je crois, fera qu'ils auront du mal à le ratifier. Mais ces bénéfices, alors il y a d'autres pays nordiques qui sont, tous les pays scandinaves par contre, sont très impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par sens moral. Oui, voilà, par sens moral. Il y a d'autres pays aussi qu'on peut mettre, disons qu'on peut citer plutôt comme de bons élèves dans ces régions-là. Mais il y a un point que je voulais souligner, c'est cette idée que les pays gagnent en termes de, par exemple, de productivité agricole. Eh bien, le réchauffement climatique, s'il est limité, eh bien, il y a des régions qui gagnent, des régions qui perdent. Les régions qui perdent et les régions qui gagnent sont équilibrées jusqu'à la fin de la prochaine décennie, mais quand le réchauffement se met en place, eh bien, ce sont les régions qui perdent en termes de productivité agricole, l'Afrique, d'autres régions, les régions tropicales, pratiquement au-delà de 30 degrés, c'est très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Et donc, ce sont les régions qui perdent, qui prennent le pas sur les régions qui gagnent. Donc, cette idée qu'il y a des pays gagnants, oui, mais la planète, y compris du point de vue productivité agricole, sera perdante si le réchauffement est important. Jean Jouzel, vous évoquiez il y a quelques instants le président américain Donald Trump. Il a nommé un climato-sceptique à la tête de l'agence, Scott Pruitt, de l'agence de la protection de l'environnement, qui s'emploie à déconstruire tous les instruments de régulation qui avaient été mis en place par l'administration Obama. Qu'est-ce qui pèse le plus, selon vous, dans le retrait américain de l'accord de Paris? On a bien compris, c'est pas tant la production de CO2, de gaz à effet de serre, c'est l'argent? Oui, c'est l'égoïsme d'abord. Je pense que c'est l'égoïsme de pays, disons, qui se replie sur lui-même. Hein, pas que, disons, j'ai quand même le sentiment que le pays se replie sur lui-même. C'est toujours, ce fameux... Disons, le mode de vie américain n'est pas négociable, en particulier du côté des électeurs de Donald Trump. Je ne crois pas que le véritable... Disons, Donald Trump sait que s'il accepte l'accord de Paris, il accepte le multilatéralisme, il accepte des contraintes, des futures contraintes, et pour lui, c'est inacceptable. C'est bien cela. Pour moi, la principale conséquence, c'est pas les émissions aux États-Unis elles-mêmes, c'est effectivement... Le succès de l'accord de Paris, c'était d'être universel. Tous les pays l'ont signé.
mais il aurait fallu que tous les pays le ratifient. Et cela, ça ne sera pas le cas. Et on voit bien que c'est la force d'entraînement des États-Unis et ça affaiblit considérablement l'accord de Paris. Parce que, Jean Jouzel, finalement, si Donald Trump et un certain nombre de personnes autour de lui sont sur cette position de retrait de l'accord, c'est qu'ils ne sont pas convaincus du lien de la cause humaine du réchauffement climatique, du rôle du dégagement du CO2, etc. Est-ce qu'il n'y a pas encore un travail à faire pour convaincre scientifiquement? Est-ce qu'il faut estimer dans un certain entre-soi que ça y est, on sait, il n'y a plus de débat sur cette question? Ou est-ce qu'il ne faut pas relancer le débat pour convaincre, justement? D'abord, le débat est quelque chose de tout à fait légitime. Je pense simplement que sur les principaux arguments mis en avant sur les climato-sceptiques, la communauté scientifique a apporté les réponses aussi bien sur la réalité du réchauffement climatique, sur son lien avec les activités humaines. Le dernier rapport du GIEC était très clair. L'ensemble, de réchauffement récent peut être expliqué par les activités humaines, tandis que les causes naturelles, comme la variabilité de l'activité solaire, ne peut expliquer qu'un dixième de degré. Donc nous avons été très clairs. Bien sûr, nous allons poursuivre, la science va poursuivre, mais je crois aussi qu'il y a, l'idée, c'est plus une décision politique, c'est plus un climato-scepticisme politique qu'un climato-scepticisme réellement scientifique. Je suis moi-même à l'Académie des sciences des États-Unis. Il n'y a pas un climato-sceptique dans l'Académie des sciences des États-Unis, je peux vous en assurer. Jean Jouzel, on arrive presque au terme de cet entretien. On vous sent inquiet. Quelles seraient les raisons d'espérer dans ce scénario qui nous amène tout doucement vers un chaos climatique? Les raisons d'espérer, on a essayé avec Pierre Laroutourou d'en mettre une en avant, c'est l'Europe. Oui, dans le dernier. Alors voilà, dans votre ouvrage, trouver 1000 milliards, comme on a trouvé pour la crise financière en 2008 pour les banques. Il y a la création de monnaie au niveau européen qui serait largement suffisante si elle était dirigée. Alors une large partie va vers la spéculation. Il n'y a que 10% qui est utilisé dans l'économie réelle. Et c'est quand même exact que si on réussissait à faire de cette création de monnaie un outil réellement, en particulier pour lutter contre le réchauffement climatique, avec des créations d'emplois, on parle de 6 millions de créations d'emplois au niveau européen, à horizon 2050. Bien sûr, ce sont des chiffres, 1000 milliards par an, mais ce sont des chiffres qui ne viennent pas de nous, puisque ce sont les mêmes chiffres qu'ont mis en avant le Conseil, le Conseil économique européen. On parle de 1000 milliards par an nécessaires au niveau européen pour mettre réellement de façon efficace la transition énergétique en marche au niveau de l'Europe. Et pour l'instant, il manque de volonté politique ? Il y a un manque de volonté politique. On voit bien qu'il n'y a pas une véritable volonté politique de l'Europe, même s'il y a un livre blanc qui parle, disons là aussi, de neutralité carbone ou presque à horizon 2050. On est loin du compte au niveau européen. Ce devrait être un projet européen important. Si on veut redonner une âme à l'Europe, il faudra effectivement Europe de l'énergie, Europe du climat. Ce sont des choses qui pourraient, je crois, bien sûr, Europe aussi de l'environnement au sens large. On peut parler de la biodiversité. Ce sont des thèmes qui pourraient, je crois, et nous le croyons avec Pierre Laroutourou, mobiliser les Européens, et c'est quand même notre souhait. Il n'y a pas, voilà. Et alors politiquement, il faudrait aussi peut-être que les écologistes se bougent. Oui, effectivement. 30 secondes, Jean Jouzel, pour conclure. Disons que les écologistes sont assez présents dans certains pays, mais très peu dans d'autres. Et on voit bien qu'il n'y a pas une véritable force écologique. Heureusement, il y a des gens intéressés par l'écologie dans d'autres partis, mais on le voit bien à travers, je dirais que 2018 n'a pas été une année climat pour le moment. On a très peu prononcé le mot climat. Je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs à le faire, puisque c'est ça qui est très important. Je pense qu'il faut sensibiliser. Alors c'est sur ce mot que nous concluons cette émission. Merci Jean Jouzel d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Marc Semo du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.